Eh bien, 35e épisode de Divergence politique aujourd'hui. Un Divergence politique qui voit le retour de Fabrice Sorlin. Fabrice, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Alexis, bonjour à tous. Ça va très bien, malgré le froid, la neige est de retour à Moscou. Oui, nous sommes le 2 mai et à Moscou, il neige. Bonjour Xavier Moreau, comment vas-tu? Pareil, froidement. Froidement. Alors aujourd'hui, dans ce divergence politique, vous savez, de la guerre mondiale, cette guerre mondiale qui devait venir de la part de la Russie. C'était la Russie qui devait être l'instigateur de l'explosion nucléaire sur notre globe. Eh bien non, peut-être viendra-t-elle d'Orient. Est-ce que ce sera du fait des relations entre l'Iran et les États-Unis ou du Pakistan, de la guerre qui s'amorce entre le Pakistan et l'Inde, deux grandes puissances nucléaires? Eh bien, on va en parler tout de suite dans Divergence politique. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? J'ai été mis en cause par le pédophile Cohn-Bendit, et j'ai le droit de répondre. Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances? J'espère que le gâteau était bon. Win, the yes, need the no to win, against the no. Je suis le bruit et la fureur. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire. C'est de la poudre de perlimpinpin. Jeanne, au secours! Au revoir. Eh bien voilà, Fabrice Sorlin, on te retrouve pour parler d'Iran. Véritablement, c'était pas prévu. C'est vraiment le hasard, mais comme quoi ça tombe extrêmement bien. Je rappelle que tu maîtrises parfaitement cette question. Iran, États-Unis, eh bien de grosses tensions. À l'heure où on apprend justement hier que les États-Unis veulent mettre de nouvelles sanctions éventuellement sur l'Iran, où on est la situation très clairement, Fabrice? Donc, pour ceux qui rattrapent ou essaient de rattraper le train, donc en fait, bon, tout le monde sait de toute façon qu'il y a un conflit latent entre Israël et l'Iran. Aujourd'hui, en fait, Israël et son allié, les États-Unis d'Amérique, demandent à l'Iran de ne pas se doter d'une bombe nucléaire, alors que l'Iran possède la technique pour la faire, mais a décidé de ne pas aller sur ce terrain-là et de garder en fait son nucléaire pour un usage exclusivement civil. Seulement, ça ne satisfait pas Israël, qui aimerait en fait que l'Iran démantèle toutes ses installations nucléaires et en plus de ça, arrête ses avancées, ou en tout cas limite ses avancées sur les programmes de missiles balistiques intercontinentaux, puisque les Iraniens sont aussi très avancés dans ce domaine-là. Ils maîtrisent la technique hypersonique, ils sont extrêmement avancés aussi. Et donc, Israël aimerait bombarder l'Iran, mais pour bombarder l'Iran, elle a besoin des États-Unis d'Amérique, du soutien des États-Unis d'Amérique et d'ailleurs du soutien même d'une coalition plus large, parce que si jamais l'Iran se fait bombarder, bien évidemment, elle va répliquer et elle a les moyens de répliquer. Elle a des missiles, énormément de missiles, beaucoup de vecteurs pour les lancer, répartis à travers tout le territoire. Et donc, pour empêcher ces missiles d'atteindre Israël, il va falloir que Israël possède plusieurs couches de défense. Et ces couches de défense-là, elles sont faites non pas par Israël, mais par les alliés d'Israël qui ont des bases militaires comme en Jordanie, en Irak, etc. Bref. Aujourd'hui, la situation est la suivante. Trump ne veut pas d'une guerre avec l'Iran. Trump préfère négocier avec l'Iran. On a eu trois premiers rounds de négociations qui se sont déroulés, le premier à Oman et les deux autres à Rome, via l'intermédiation de Oman, puisque l'Iran, pour le moment, ne veut pas discuter directement avec les États-Unis d'Amérique dans la mesure où il considère les États-Unis d'Amérique comme un partenaire non fiable pour les négociations. Juste, j'ouvre une petite parenthèse à ce sujet. On se souvient qu'en 2015,
l'Iran avait accepté de signer un accord sur le nucléaire avec les États-Unis d'Amérique sous l'ère Obama, et que lorsque Trump est arrivé au pouvoir, il a déchiré l'accord en 2018. L'Iran ne veut plus d'un accord comme celui-ci, il veut avoir des garanties et ne veut plus discuter directement avec les Américains pour le moment. Donc on a eu ces 3 premiers rounds, les 2 premiers se sont bien passés, le 3e a commencé à être plus difficile. Pourquoi ? Parce que Israël fait tout pour que les négociations entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran échouent. Et on a appris, comme tu l'as dit tout à l'heure, que alors que les États-Unis et l'Iran sont en train de discuter, on a les États-Unis qui ont mis des sanctions, ou en tout cas menacé de sanctions tous les pays qui achèteraient du pétrole. Et ça, c'est directement dirigé contre la Chine, bien évidemment, ce qui est le premier acheteur de pétrole pour l'Iran. Hein. On est, je crois, sur l'année 2024, sur ou environ 2 millions de barils jour. Et en plus de ça, on apprend que un des responsables de Valls, comment s'appelle-t-il ? Oui, Michael. Comment tu dis ? Michael. Non, oui, Michael Valls a été limogé il y a, je crois, 24 heures ou 48 heures. Enfin, il dit qu'il va démissionner. Lui, c'était un des principaux soutiens pour la guerre contre l'Iran. Trump, comme je l'ai dit, ne veut pas cette guerre. Donc, il y a des tensions en fait à l'intérieur du camp américain, et on ne sait pas trop ce que ça va donner prochainement, puisque le 4e round de négociations qui devait avoir lieu à Rome, finalement, a été repoussé. Merci Fabrice. Alors effectivement, Valls, dont on vient d'apprendre aujourd'hui, donc on est vendredi à l'heure où on tourne cet épisode, qu'il a été nommé à l'ONU, effectivement. Xavier, sanctions, c'est vrai que bon, c'est encore une fois la diplomatie américaine qu'on ne comprend pas toujours dans cette émission. Sanctions américaines annoncées par Trump cette nuit. Sur tout pays qui achèterait du pétrole iranien au moment de négocier. De la même manière, Graham veut faire passer une loi actuellement contre la Russie pour imposer de plus 500% de tarifs, de frais douaniers, tout pays qui achèterait du pétrole russe au moment de négociation ukrainienne. C'est quoi le problème ? Comment on peut négocier comme ça ? Juste pour rajouter, je vais répondre à ta question, mais juste pour rajouter par rapport. Il faut voir aussi ça en fond d'affrontement entre Washington, entre la marine américaine et Ansar Allah, c'est-à-dire les Houthis. D'après les estimations qui ont été données, on trouve ça dans la presse américaine, ça coûte plus de 3 milliards de dollars, et pour l'instant, le résultat, c'est 0. Oui, il y a eu des destructions d'infrastructures portuaires, mais les Houthis, pour les appeler comme ils n'aiment pas qu'on les appelle, eh bien, ne sont absolument pas décidés à ralentir leur pression sur Israël tant qu'ils poursuivront le nettoyage ethnique de Gaza. Donc ça aussi, la marine américaine est tenue en échec. Ils ont perdu un avion suite à une manœuvre brusque. Ils ont perdu un Super F-18 Hornet, toujours d'après la presse américaine. Donc ça se passe mal là aussi. Ensuite, ces menaces de sanctions, effectivement, comme vous venez de le préciser, je vont pas aller bien loin. La Chine est déjà menacée de sanctions, et en plus c'est des chiffres qui ne veulent rien dire. 500%, c'est pas la peine de mettre 500%. Tu peux mettre 150%. Il y aura déjà plus de commerce à 150%. Donc en fait, c'est du déclaratif. C'est d'ailleurs ce qu'a répondu la Chine. La Chine a dit nous. Voilà, on fait la même chose en fait, et puis on va arrêter de faire la course à l'échalote au pourcentage de sanctions, ça n'a aucun intérêt. Donc j'ai plutôt l'impression qu'au bout de 100 jours, finalement, et je ne suis pas très heureux de le dire, Trump à l'international n'a quasiment rien obtenu. Il faut quand même le dire. Sauf au national non plus, hein. Sauf peut-être au Rwanda, entre la RDC et le Rwanda, où Rubio a réussi à tordre le bras à cet État voyou qui est le Rwanda. Mais encore, c'est même pas certain. Je serais moins pessimiste sur la politique intérieure, parce qu'il y a une lutte contre le wokisme, le LGBTisme, qui me paraît bien engagé, et sur l'immigration également, l'immigration illégale, ça me paraît. Mais sur la scène internationale,
pour l'instant, je suis désolé, c'est un fiasco complet. Encore une fois, on va voir ce que ça va donner en République démocratique du Congo, mais pour le reste, c'est un échec. J'espère que Fabrice a raison et que comment dirais-je, ceux qui entourent Donald Trump vont ne pas le pousser vers un conflit, une aggravation du conflit avec l'Iran, mais dans la bonne direction. Ils peuvent utiliser pour ça la Russie, puisque la Russie a un accord nucléaire civil avec l'Iran où il est écrit que si jamais l'Iran voulait se doter de l'arme nucléaire, la Russie se retirerait de cet accord. Donc la Russie peut être le médiateur pour revenir à l'accord nucléaire iranien dont parlait Fabrice de 2015 sous Barack Obama. Voilà, tout ça, cette agitation diplomatique paraît en fait pas très professionnelle pour parler un peu. Et ça vient pour moi du fait justement, encore une fois, de l'équipe de Trump qui n'est pas une équipe homogène. C'est-à-dire que dans son équipe, il y a deux clans qui s'affrontent, ceux qui veulent une solution pacifique sur le problème iranien et ceux qui veulent suivre la politique de Netanyahou, qui est celle d'une frappe massive sur toutes les installations nucléaires iraniennes. Voilà. Et donc, on arrive à ce fiasco parce que, justement, lorsqu'ils arrivent sur les négociations, ils n'ont pas un but bien précis, c'est-à-dire qu'ils se laissent influencer par les conseillers qui sont à l'écoute de Netanyahou, qui, lui, a son propre agenda. Alors, information donc, qui vient de tomber ce matin, donc pour le coup, elle est toute fraîche, justement sur les conseils, ce qu'on appelle les advisors aux États-Unis autour de Trump. Rubio, donc on parlait de Mike Waltz. Mike Waltz, donc on l'a dit, qu'il passe US ambassadeur à l'ONU, et Rubio, donc qui garderait sa fonction, mais qui, en plus de cela, aurait une mission de National Security Advisor. Donc c'est, comment on pourrait le traduire en français, un conseiller sur la sécurité nationale. En fait, la mission de Waltz, globalement, si on veut. Il va prendre, voilà, pour un temps court, il va prendre la position de Waltz. Xavier a raison. On a l'impression quand même qu'il y a un capharnaüm total dans l'équipe autour de Trump. C'est étonnant parce que quand ils sont arrivés, il y avait ce côté dynamique, il y avait cet enthousiasme que suscitaient les profils, et on a l'impression quand même que ça part à volo, ça part dans tous les sens, qu'ils ne maîtrisent pas forcément leur chose. Ils maîtrisent. Pour revenir sur Michael. Ouais, pardon. Pardon, excuse-moi, et qui ne maîtrisent même pas forcément leurs équipes autour, parce que quand on a un Graham qui prend la parole cette nuit pour mettre en place une loi justement contre le pétrole russe, c'est pas possible que quelqu'un qui soit aussi influent dans le parti Republicans le fasse sans l'aval du président. Enfin, je veux dire, c'est voilà. Non, alors, là, je suis pas d'accord. Lindsey Graham, c'est un fou, ceci dit. C'est un électron libre. C'était le complice de John McCain. Je pense pas qu'il ait eu le feu vert. En outre, il va essayer de faire passer quelque chose, mais si Trump ne signe pas, ça sera pas appliqué. Ouais. En revanche, ce qui est clair, c'est qu'il profite du fait qu'on sait pas où ça va. Et il faut voir qu'il y a quand même des profils qui sont assez moyens dans l'équipe de Trump. Pete Hegseth, qui est le secrétaire d'État à la Défense, ça n'a pas l'air d'être une flèche. Waltz, qui vient de se faire dégager représentant aux Nations Unies, il s'est fait dégager à cause d'une faille dans la sécurité, puisqu'il avait ouvert un chat avec des journalistes. Alors peut-être qu'il s'est fait piéger, mais tout ça respire quand même pas mal l'amateurisme. Et puis maintenant, on a Rubio qui occupe tous les postes. L'homme orchestre. Il était moqué d'ailleurs, dans la presse américaine. J'ai vu ça, c'est-à-dire qu'en fait il devient pourquoi pas secrétaire général du parti, grand timonier. En fait là il est donc conseiller à la Défense nationale, il est secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères, équivalent du ministre des Affaires étrangères en France. Il est alors patron de l'USAID pour ce qu'il en reste. Et puis je ne sais plus encore quel quatrième poste il va occuper. On peut lui rajouter la santé et l'intérieur et comme ça. Rubio, dont il faut rappeler qui est quelqu'un d'extrêmement isolé au sein du gouvernement Trump, puisque notamment le clan J.D. Vance est totalement en opposition avec Rubio, probablement dans le cadre
de la projection 2028. Voilà. 2 questions, messieurs, sur la question iranienne. Alors moi, j'ai 2 questions. Vous choisissez qui veut répondre à quoi. Première question, quel est le rôle que la Russie peut avoir diplomatiquement pour aider les États-Unis à résoudre ce conflit? Ça, c'est la première question. Deuxième question, faut-il... Alors là, c'est pas toi, Fabrice, ce sera Xavier, du coup, qui répondra. Deuxième question, donc pour Xavier, faut-il être aussi naïf que Fabrice et croire que l'Iran ne va pas aller vers du nucléaire militaire? Ils ont, tu l'as rappelé judicieusement, la capacité et beaucoup de moyens au niveau des roquettes et des lance-missiles. Ils ont un début de connaissance nucléaire. Est-ce qu'il n'y aurait pas une tentation quand même de l'Iran? Alors, voilà. Je vais quand même rebondir là-dessus. En fait, pour quelle raison je suis persuadé qu'ils n'iront pas sur du nucléaire militaire? La première, c'est qu'ils n'en ont pas besoin. Ils n'en ont absolument pas besoin en cas de conflit contre l'Iran, contre Israël. Aujourd'hui, l'Iran possède des missiles très sophistiqués. L'Iran possède aussi des drones très sophistiqués. On se souvient qu'en 2011-2012, déjà, ils avaient réussi à faire atterrir le drone le plus avancé qui existait aux États-Unis d'Amérique et qui a survolé le territoire iranien pour prendre des photographies. Ils avaient réussi à prendre le contrôle total de l'appareil et à le faire atterrir sans dégâts. Évidemment, ils ont fait de la rétro-ingénierie derrière. Ils se sont servis de toute cette technologie. Ça leur a fait gagner des années et des années sur la technologie des drones. Aujourd'hui, ils possèdent des drones extrêmement sophistiqués. Ces derniers temps, pour ceux qui ont suivi, on se souvient que quasiment tous les mois, les gardiens de la Révolution montraient des vidéos de bases souterraines absolument énormes, gigantesques, remplis de lanceurs de missiles, etc. Israël est un tout petit pays, l'Iran est un immense pays bien protégé par des frontières naturelles, c'est une forteresse naturelle. Aucun pays au monde n'enverra son armée au sol en Iran. Il y a des montagnes absolument, quasiment surtout au nord, à l'ouest, à l'est, partout. C'est un pays qui est imprenable. En revanche, il leur suffit aux Iraniens d'envoyer des centaines de missiles à la fois et ils en ont la capacité pour totalement détruire Israël. Donc, ils n'ont absolument pas besoin du nucléaire pour détruire Israël si ça devait se passer. Surtout que le nucléaire, c'est une arme sale, une arme... en fait, l'Iran n'est pas si éloigné que ça d'Israël, donc il pourrait y avoir des retombées sur eux. Et deuxièmement, il y a le pouvoir religieux en Iran, avec l'ayatollah, a plusieurs fois dit que c'était contre leur religion de posséder le nucléaire. Ils n'iront pas dans le nucléaire. S'ils avaient voulu le faire, ils auraient pu le faire depuis très longtemps. En fait, aujourd'hui, c'est ils ont toute la technologie pour le faire. Simplement, ils refusent d'enrichir l'uranium jusqu'au point nécessaire pour atteindre la bombe nucléaire. Mais c'est un choix que eux ont fait. S'ils avaient voulu y arriver, s'ils avaient voulu le faire, ils auraient pu le faire depuis longtemps déjà. Et c'est une fausse menace créée par Netanyahou et Israël qui veut à chaque fois, en fait, provoquer une guerre contre l'Iran en entraînant les États-Unis et les Occidentaux. Ils profèrent cette menace-là en disant les Iraniens vont se doter de la bombe nucléaire pour nous bombarder. C'est faux. En fait, les Iraniens ne la veulent pas et n'en ont pas besoin. Ok. Ah ben, Xavier, donc du coup, la question pour la diplomatie russe te revient puisque Fabrice est auto-défendu. Oui, alors, en fait, la question, je venais d'y répondre. Hein. Les Russes, évidemment, sont un intermédiaire et je pense d'ailleurs, ça fait partie des discussions qu'il y a entre Washington et Moscou qui ne concernent pas que l'Ukraine, comme on le sait. C'est également le rôle que pourrait jouer Moscou comme médiateur et comme garant, en fait, d'un futur accord nucléaire dont je pense d'ailleurs vraiment l'équipe là, pour le coup, de Trump veut arriver et j'espère qu'ils vont continuer sur cette voie. Je pense que c'était aussi une des raisons pour lesquelles Rubio s'est rendu à Paris, puisque la France était garante, et je crois l'Allemagne était garante de l'accord nucléaire précédent. Sur ce que disait Fabrice, il faut rajouter également que, effectivement, sur quoi utiliserait Téhéran son arme nucléaire si elle en avait une? Sur Tel Aviv, sur Haïfa. Je veux dire, ça va toucher des pays que l'Iran aime bien, comme le Liban, comme la Palestine, si jamais ils vont tirer quoi sur Jérusalem. Ah, bien sûr. Donc évidemment que l'Iran ne tirera jamais avec une bombe
avec une bombe de plusieurs, je sais pas, de Hiroshima, c'était 15 kilotonnes. Aujourd'hui, la moindre des bombes, elle doit faire 100 kilotonnes. Donc, il ne va pas tirer avec une bombe de cette taille sur Israël, ça n'a pas de sens. Et comme le disait Fabrice, il n'a pas besoin de ça pour raser Tel Aviv. Ils peuvent le faire avec des missiles conventionnels. On se rappelle que dans l'avertissement qui avait été donné par Israël suite à la destruction du consulat en Syrie, par les tirs israéliens, ça avait coûté $1 milliard, entre 700 millions et $1 milliard à l'OTAN pour pouvoir à peine arrêter quelques missiles que l'Iran a envoyés. Donc il y a une supériorité technologique qui fait que l'Iran n'en a pas besoin. Ensuite, ça coûte cher, l'arme nucléaire. L'arme nucléaire, c'est un budget énorme. Regardez ce que ça coûte à la France, ce que ça coûte à la Russie. Et donc, se doter de l'arme nucléaire, ça suppose ensuite de pouvoir la maintenir, d'avoir les vecteurs qui correspondent, etc., etc. Mais il faut quand même souligner que de temps en temps, il y a des voix à l'intérieur de l'Iran qui disent si ça continue comme ça, on va l'avoir. Donc, il y a quand même une incertitude stratégique. Donc, la dissuasion, l'incertitude est dissuasive. Comme disait le général Ayrault, qui est un des fondateurs de la doctrine nucléaire française, la dissuasion et l'incertitude est dissuasive en ce qui concerne le nucléaire. Et je pense que l'Iran conservera toujours cette idée que si on veut, on le peut. Et comme le disait très bien Fabrice, l'Iran pourrait par principe. En fait, quand on classe les pays par rapport au nucléaire, entre ceux qui ont signé l'accord de non-prolifération, il y a ceux qui ont le nucléaire déclaré officiellement, c'est-à-dire en gros le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y a ceux qui l'ont, comme le Pakistan ou l'Inde, sans l'avoir réellement déclaré, ou Israël. Ceux qui l'ont en le déclarant, en disant qu'ils n'ont rien à faire de traité de non-prolifération, c'est la Corée du Nord. Et puis il y a tous ceux qui sont technologiquement et industriellement capables de l'avoir. Et ça, la liste est immense. L'Allemagne pourrait en principe l'avoir. L'Angleterre pourrait être souverain aussi, parce que l'Angleterre possède l'arme nucléaire, mais en fait, il y a la double clé. Donc l'Angleterre n'a pas de souveraineté nucléaire. Le seul pays qui est souverain nucléairement, c'est la France. Voilà, j'ai fait un peu une digression, mais c'était pour expliquer que effectivement, l'Iran a plus de cartes dans sa main que n'en a Israël et que n'en a les États-Unis. Et surtout, en fait, si Israël obtenait gain de cause et que les États-Unis commencent à bombarder non seulement les sites nucléaires, mais aussi les sites pétroliers d'exportation d'hydrocarbures, Téhéran n'aurait même pas besoin de tirer sur les villes américaines. Encore une fois, ce serait une salve sur Israël. Et sur les bases américaines. Voilà, et sur les bases américaines présentes partout autour de l'Iran. C'est ce qui s'est passé quand le général, j'ai oublié son nom, iranien a été assassiné par l'armée américaine. Voilà, Soleimani, la riposte, elle a été sur les bases américaines en Irak. Alors, Trump est en train d'en évacuer une partie, mais effectivement, ce serait une chose à faire si jamais il veut commencer à s'en prendre à Téhéran. Allez, messieurs, on finit ce sujet en 1 minute. Dernière question que je vous pose à tous les deux. La diplomatie là, qui se tend un petit peu entre les États-Unis et la Chine, la diplomatie qui se tend véritablement depuis 2-3 jours entre les États-Unis et la Russie. Rappelons que Peskov et puis après Lavrov, chacun son tour, sont montés au créneau à la télé pour dire que les États-Unis, c'était bien sympa qu'ils s'occupent de la paix en Ukraine, mais que finalement la Russie n'avait pas besoin d'eux nécessairement pour cela. Est-ce que ça peut avoir un impact dans la capacité de Trump à négocier avec l'Iran quelque chose de concret et de positif? Je crois que Xavier a fait la bonne remarque tout à l'heure. Si on fait un bilan quelques mois après son élection en politique internationale, il n'y a eu aucune avancée nulle part. En fait, c'est un échec total avec l'Iran. Là, les négociations sont à l'arrêt. On voit aussi que les négociations sur l'Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, avaient bien débuté, etc., mais qu'aujourd'hui, il se passe plus rien. On a vu aussi d'ailleurs que Trump a promis, ou en tout cas proposé un nouveau paquet d'armement, mais qui serait payé cette fois-ci. En fait, le problème de Trump, c'est qu'il fait tout et son contraire. On ne sait pas trop où il va, et je pense que le fond du problème, c'est que ça soit la Russie ou l'Iran, plus personne, en tout cas aucun de ces deux acteurs majeurs, et je crois tout le Sud global en général,
tous les pays du Sud global n'ont plus aucune confiance dans la diplomatie américaine. Les Américains ont trop joué sur leur superpuissance pour faire ce qui leur semblait bon au moment où ça leur semblait bon. Mais quand il y a un accord, on doit le respecter. Trump a déchiré l'accord que Obama avait fait. Les Russes ont été échaudés plusieurs fois sur la Libye, le conflit en Libye. Ensuite, sur Minsk 1, Minsk 2. En fait, plus personne ne leur fait confiance. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Que ce soit la Russie ou l'Iran, qui sont des vieilles nations, qui savent ce que c'est que la diplomatie, qui sont très fortes d'ailleurs dans ce domaine, leur disent, d'accord, on veut bien signer un accord, mais par contre, là, il va nous falloir des garanties béton. Et les États-Unis d'Amérique, aujourd'hui, sont incapables, que ce soit sur le conflit ukrainien ou sur le conflit ou les tensions avec l'Iran, de leur apporter ces garanties. Et donc, eux, sûrs d'eux-mêmes, vont continuer tranquillement à faire ce qu'ils ont à faire. Et parce que de toute façon, ce sont des pays qui sont déjà sanctionnés. L'Iran, ça fait 30 ans. Première sanction, 1995. Ça fait 30 ans qu'ils sont sous sanction. En fait, ils ont appris à se développer avec les sanctions, sans l'appui des Américains, etc. Ils ont continué malgré tout à se développer, à améliorer sans cesse leur technique, etc. Et les Russes, on a bien vu que les sanctions ne fonctionnaient pas du tout. Donc ces pays n'ont plus rien à perdre, et ces pays disent aujourd'hui, nous, on veut bien signer tout ce que vous voulez, mais par contre, il nous faut des garanties béton. Et Trump est incapable de leur fournir. Merci Fabrice. Alors finalement, on avait 1 minute pour clôturer ce sujet, donc Fabrice a pris les 3 minutes. Xavier, mon papa, c'est pas grave, on va parler sur le deuxième sujet. Rappelons un dernier détail pour clôturer, parce qu'on n'en a pas du tout abordé la question, mais ça nous paraît tellement évident, c'est que Iran, Russie, Chine, c'est les BRICS. Donc, c'est le même groupe de pays qui travaillent régulièrement ensemble et qui se connaissent depuis longtemps. Qui plus est. Donc, voilà. Allez, tout de suite, transition publicitaire et puis on passe au deuxième thème. Eh bien, on va rester sur les pays nucléaires puisqu'on va parler de l'affrontement qui a commencé depuis quelques semaines maintenant entre le Pakistan et l'Inde. Est-ce qu'on va vers la Troisième Guerre mondiale ? Ah, voilà. Merci de rester avec nous pour parler un petit peu de l'Inde et du Pakistan. Alors, il y a des tensions qui montent. Je vous parlais d'éventuellement de Troisième Guerre mondiale. On l'attendait du côté russe avec l'Europe. Le nucléaire, la menace nucléaire russe avait été abordée sur tous les plateaux de télé. Eh bien, est-ce qu'elle ne viendrait pas finalement plus, non pas de l'Est, mais de l'Orient et justement de l'un de ces deux pays, Pakistan ou Inde, qui commence à se livrer un conflit extrêmement inquiétant et qui commence à rebondir à l'extérieur des frontières de ces deux pays, sur les pays limitrophes et voisins. Voilà. C'est une question qu'on va poser avec Xavier, déjà, où on est la situation sur le terrain. Est-ce que ça commence à devenir sérieux ou est-ce que c'est encore maîtrisé et maîtrisable ? Alors c'est un peu, retenez-moi où je fais un malheur, hein, pour rappeler quand même la situation. Ce qui se passe, c'est qu'on a eu un attentat dans le Cachemire indien. Donc des islamistes sont arrivés et ont tué 26 touristes en vérifiant leur religion, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas musulmans avant de les tuer. Immédiatement, les Indiens ont accusé le Pakistan, et c'est-à-dire les services secrets pakistanais, derrière cette opération, ce qui est possible, parce qu'aujourd'hui, le Pakistan est un pays déstabilisé par une sorte de coup d'État qui a eu lieu en 2022, où le Premier ministre, qui était, on va dire, Imran Khan, donc qui était un Premier ministre, on va dire, un peu qui voulait une position non alignée du Pakistan. Le Pakistan a souvent servi de base arrière pour les anglo-saxons, notamment pendant la présence américaine en Afghanistan. Et donc, il y a une espèce de révolution de couleur, il s'est fait éjecter. Donc, le pouvoir central n'est pas très populaire. Donc, cette affaire, finalement, permet de consolider la population derrière la direction de l'État pakistanais. Je ne pense pas que Modi, lui, le Premier ministre indien, ait envie réellement de partir en guerre. Je pense que ça va s'agiter, qu'il va y avoir peut-être des échanges d'artillerie, peut-être des combats.
donc dans le Cachemire précisément, mais que ça n'ira pas, bien loin. On a affaire à 2 puissances nucléaires. Mais les déclarations qui ont été faites, notamment côté pakistanais, c'était bien de préciser que l'arme nucléaire serait utilisée si jamais, doctrine d'ailleurs assez classique, hein, qu'on entend également en Russie ou en France, si l'État pakistanais était en danger existentiel, ce qui ne sera pas le cas. Je pense qu'encore une fois, ça restera circonscrit dans le Cachemire. Et encore une fois, c'est plutôt un peu, retenez-moi, où je fais un malheur. De toute manière, comme l'avait très bien souligné d'ailleurs l'analyste Sylvain Ferreira, la Modi, dont l'économie est en plein décollage, qui a fait d'excellentes choses pour la Chine, pour l'Inde, n'a absolument pas besoin de se lancer dans un conflit comme ça. Et un des leaders de l'opposition à l'intérieur de l'Inde musulmane vient de déclarer qu'il condamnait ces attentats. Donc l'idée qu'il pourrait y avoir une guerre civile entre la minorité musulmane et les hindous en Inde ne semble pas réaliste. Donc je pense qu'il va continuer à avoir une montée aux tensions. Le ministre de l'information pakistanais a dit qu'ils attendaient une opération militaire indienne dans les jours qui venaient. Bon, on va voir, il n'y a toujours rien. Et de toute manière, c'est pas comme si le Pakistan avait revendiqué cette opération terroriste. Au contraire, le chef de la sécurité du gouvernement pakistanais, enfin l'équivalent, a dit qu'ils n'avaient rien à voir là-dedans. Donc, j'ai plutôt l'impression qu'on va finir par avoir une reprise de contrôle de ces échanges-là. Donc, toi, tu vois plutôt ce qu'on pourrait appeler désormais une Trump. Beaucoup de blabla et finalement pas grand-chose. Je pense qu'en fait, non, mais on va rester sur ce qu'on a connu à une certaine époque. Où il y avait des affrontements permanents, latents. Ensuite, il y a eu des apaisements, puis là, c'est reparti. Voilà. Bon, ce qui serait souhaitable, c'est qu'ils se mettent d'accord une bonne fois pour toutes, comme petit à petit, puisque dans cette région-là, c'est une zone de rencontre de grandes nations, hein, Pakistan, Chine, Inde. Les Indiens et les Chinois font des efforts pour essayer de résoudre leurs conflits frontaliers. Et on peut espérer que ce soit comme ça. Fabrice, sur le volant nucléaire pakistanais et indien, où en sont ces deux États? On va dire celui militaire, bien entendu. Si on regarde l'infographie aujourd'hui sur les puissances militaires en place de chaque pays, bon, c'est clair que l'Inde a un avantage certain à la fois sur le nombre de têtes nucléaires, à la fois sur le nombre de blindés, de véhicules blindés, sur le nombre de sous-marins, etc. Mais en vrai, ça n'a pas vraiment de sens de parler de ça aujourd'hui. D'abord parce que je crois que le Pakistan a 160, en tout cas c'est ce que les experts disent, qu'il aurait aux alentours de 160 têtes nucléaires. L'Inde en aurait 180, ça fait aucune différence. De toute façon, les deux pays, si jamais ils devaient se livrer une guerre nucléaire, les deux pays seraient rasés, on peut le dire. Donc moi je pense exactement comme Xavier, ça n'ira pas jusqu'à là, bien évidemment. Je pense même pas qu'il y aura une invasion d'un pays par l'autre. Je pense qu'il y aura des escarmouches qui vont continuer à durer pendant un certain temps, notamment sur les régions contestées du Cachemire. Après, on peut quand même se poser la question dans ce dossier, pour quelles raisons Modi a réagi aussi violemment et aussi rapidement en accusant le Pakistan, alors que le Pakistan a tout de suite dit « nous, on n'y est pour rien », et qu'en plus, l'attentat a été revendiqué par un groupe terroriste qui a été mis sur la liste des organisations terroristes par le Pakistan lui-même. Et c'est vrai qu'on peut quand même se demander pour quelles raisons il y a eu cette réaction qui a été extrêmement rapide, extrêmement violente de la part de l'Inde envers le Pakistan, alors qu'il n'y a même pas eu encore l'enquête, alors que les Pakistanais ont proposé une enquête transparente et commune entre l'Inde et le Pakistan pour connaître les commanditaires et les responsables de cette attaque terroriste. Et malgré ça, c'est vrai que, étrangement, en tout cas pour moi, je trouve que Modi a vraiment tout de suite mis la barre très haute. Il a dit qu'il allait se retirer sur
du traité des eaux de l'Indus, qui est une catastrophe pour le Pakistan, puisque les eaux de l'Indus permettent d'irriguer 80% des terres agricoles pakistanaises et qu'ils s'en servent aussi pour la consommation des villes. Le Pakistan a dit que clairement, ça serait un casus belli pour eux. Et il y a quand même une zone d'ombre, plusieurs zones d'ombre dans ce dossier, et on peut se demander, ça c'est vraiment aujourd'hui, on n'a pas encore assez d'éléments pour en être clair, mais pour en être sûr, mais on peut quand même se demander s'il n'y a pas des puissances extérieures qui interviendraient ou qui pousseraient à un conflit entre l'Inde et le Pakistan. Alors, comme ça, moi, je vois au moins deux raisons. La première, c'est que ça permettrait d'avoir une zone de déstabilisation sur la partie de l'Iran. CF, le sujet qu'on vient de traiter juste auparavant, et sur le fait que les États-Unis, Israël, les négociations avec l'Iran, etc. Et le deuxième point, c'est que ça permettrait de mettre un coin, d'enfoncer un coin dans les relations entre les pays des BRICS, parce que si jamais il y a des grosses tensions entre l'Inde et le Pakistan, la Chine interviendra probablement, parce que la Chine et le Pakistan ont signé des accords de défense, ou en tout cas des accords très forts entre les deux. Ce sont deux pays qui sont alliés historiquement. La Chine pourrait être obligée d'intervenir, et ça crée donc des tensions encore plus fortes entre les deux pays des BRICS, l'Inde et la Chine. Bon, là, on en est encore au stade un petit peu des... on fait de la prospective, on ne sait pas exactement ce qu'il en est, mais encore une fois, moi je trouve très étrange la façon dont l'Inde a surréagi à cet événement, alors que le Pakistan a tout de suite dit nous on est responsable de rien, et que ça a été justement revendiqué l'attaque terroriste par un groupe terroriste. Xavier, effectivement, c'est ce dont je parlais dans la question et ce dont Fabrice vient de développer. Ce que Fabrice vient de développer, c'est l'impact que ça peut avoir, ce conflit, ou qu'il reste militaire, enfin en tout cas qu'il soit militaire, ou qu'il même il déborde sur le volant économique, sur les pays voisins et la région d'une manière globale. Au-delà de la Chine, et avec tout l'impact que ça a sur les BRICS, que Fabrice rappelait, l'Inde et la Chine sont avec la Russie et le Brésil les deux des 4 pays fondateurs. Qu'est-ce que ça peut avoir dans la région comme impact, au-delà de la Chine, au-delà des BRICS? Justement, on parlait de l'Iran, on parlait de l'Asie. Est-ce que ça modifie la donne géographiquement? De toute manière, bon, c'est des pays immenses qui se trouvent sur les fameuses routes, les nouvelles routes de commerce, les nouvelles routes de la soie chinoise, ou également l'Inde qui revendique également de créer ses propres routes de commerce. Je pense que l'Inde n'a pas besoin de ça. Est-ce que Modi avait vraiment le choix que de réagir extrêmement durement? Modi, c'est quand même un nationaliste qui a un discours très dur vis-à-vis de la minorité musulmane. C'est un peu sur ce discours qui s'est fait élire. Donc, il réagit comme ça aussi. Il sert un peu son électorat. Il s'est fait réélire là-dessus. Donc, je pense que ça peut être une explication. Mais je suis tout à fait d'accord avec Fabrice que ça peut être, notamment si derrière ce groupe terroriste, il y a les services secrets pakistanais, dont on sait qu'ils sont très proches de MI6 ou de la CIA. Moi, je vois surtout l'Angleterre. Vouloir agir pour essayer de semer le chaos en Asie centrale, selon suivant l'histoire du grand jeu. Dans ces régions-là, précisément pour empêcher la mise en place de systèmes régionaux d'échange. Ça, c'est clair. Quel rôle peut jouer il y a un pays qui pourrait jouer un rôle, je pense, c'est également la Russie. Pourquoi? Parce que la Russie a des accords commerciaux avec l'Inde. L'Inde alors maintenant il se tire un peu la bourre pour savoir qui achètera le plus de pétrole à la Russie, mais et la Russie également est un fournisseur du Pakistan, qui est son 3e, je crois, acheteur de pétrole. Il y a des projets de gazoduc, donc avec Gazprom. Donc je pense qu'il y a un pays qui peut servir d'intermédiaire et qui aurait tout intérêt, notamment pour pacifier la relation à l'intérieur des BRICS, à intervenir. Et c'est la Russie. Voilà. Donc,
c'est un peu les considérations qu'on peut faire. Mais encore une fois, moi, j'ai pas l'impression que ça va aller très fort. Le problème fondamental, je crois que c'est Fabrice qui l'a souligné, c'est l'eau. C'est la guerre de l'eau. On peut espérer, il faut espérer, parce que sinon, là, effectivement, c'est un casus belli, hein, c'est une question de vie ou de mort, que ce problème soit résolu dans les semaines qui viennent. Et moi, je verrais bien la médiation, encore une fois, une médiation de la Russie, médiation de la Chine. De l'Iran aussi. De l'Iran. L'Iran entretient des bonnes relations à la fois avec le Pakistan, des très bonnes relations avec le Pakistan. Qui est son voisin, par définition. Pardon? Qui est son voisin, donc, effectivement. Voilà. Eh ben, toujours. Ce qui est clair, c'est que cette politique du chaos, c'est quand même, ça fait très anglo-saxon. S'il y a une puissance étrangère derrière, je verrais bien soit sur le MI6, mais la CIA qui est encore loin d'être totalement sous le contrôle de Trump et qui fait ce qu'elle veut. Hein, on s'en souvient. Il faut rappeler quand même que ce sont ces deux pays. En fait, cette région-là était sous contrôle anglaise au moment de la colonisation. Et que le Pakistan, l'Inde, c'était un seul pays qui s'est divisé en 47. Voilà. Et ces tensions sont nées à ce moment-là. Et le MI6, comme le souligne très justement Xavier, est toujours présent sur place, toujours ses connexions, etc. Donc, en bon français, messieurs, on va pas dire autre chose que l'Angleterre est une puissance déstabilisatrice et hostile, forcément. Voilà, on en finit en tout état de cause sur ce, de mémoire, 35e épisode de Divergence ce vendredi. Merci 1000 fois, je rappelle à tout le monde les petits gestes qui comptent, ça vous prend 30 secondes et c'est très rapide à faire. Alors, j'ai plus le droit de dire like dans cette émission, on m'a interdit de dire like, donc le j'aime. Faites le j'aime à cette vidéo, ce qui va nous aider à avoir une meilleure visibilité, un meilleur référencement. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour pouvoir justement avoir toutes les émissions de la semaine, les prochains épisodes de Divergence, etc., etc. Voilà, 1000 fois merci, messieurs. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et puis une bonne semaine, du coup. Merci, Alexis. À bientôt. Au revoir.